Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais rester vraiment stricto sensu sur l'état des lieux. Et vous avez trois entrées essentielles. Vous avez l'entrée du vivant, la biodiversité, son érosion, la richesse, la santé des écosystèmes. Vous avez le climat. Et il faut bien relier les deux. Si vous voulez, le climat, ce n'est pas une fin en soi. C'est les conditions optimales d'épanouissement de la vie sur Terre. Donc si vous bougez le climat, la vie sur Terre se porte de moins en moins bien. Et c'est ce qui commence maintenant à se produire. Et vous avez les ressources. Ça, c'est les trois grands paramètres, si vous voulez, des questions environnementales. Et puis après, on ouvrira quelques perspectives, si vous voulez, en termes de... Alors, pourquoi on fait si peu, en termes de modalités d'action, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à quel coût, etc. Et puis, évidemment, on pourra enrichir tout ça avec les questions. Alors, on va commencer par une forme d'état des lieux des 50 dernières années. Vous voyez là, c'est des courbes qui sont très connues, c'est celles qui sont produites par le Resilient Center à Stockholm. Et c'est eux qui ont aussi construit le référentiel des limites planétaires. Donc vous voyez bien les deux indicateurs à gauche. Vous avez d'un côté la population et de l'autre le PIB mondial, les activités économiques à l'échelle mondiale. Et comme vous le voyez, les deux explosent à compter des années 50. Et en fait, nos activités et leurs conséquences, alors vous avez certaines activités économiques, certaines de leurs conséquences, comme les pertes de forêts tropicales, l'érosion de la biodiversité, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui effectivement évoluent au prorata. Alors, commençons par la population. Comme vous le voyez là, entre 1950 et 2000, elle a doublé. Alors, je vais arrondir les chiffres. On était grosso modo 2 milliards en 1900. 1 milliard en 1800. Si je remonte au début de l'ère chrétienne, on était probablement autour de 350 millions. Entre la fin de la République et jusqu'à la fin du IIe siècle, la ville de Rome, c'est un peu plus d'1 million. L'Empire, c'est à peu près 60 millions de personnes. En revanche, si vous remontez en deçà de 9000 ans avant l'ère chrétienne, et probablement pour une période très longue, on a été quelques millions et à certains moments, par exemple durant le précédent âge glaciaire, peut-être seulement quelques dizaines de milliers. Donc vous avez effectivement, dans la seconde moitié du XXe siècle, et puis depuis lors on a encore pris 2 milliards, on est passé de 6 à 8 milliards à quelques dizaines de millions près, on attend encore 2 milliards d'individus supplémentaires, grosso modo, d'ici au mi-temps du siècle. Alors, chose rassurante, si vous voulez, ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire le fait d'être passé d'une forte natalité avec une forte mortalité à aujourd'hui une faible natalité et une faible mortalité, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. En fait, elle s'est accomplie pratiquement partout au monde. Le seul endroit où ça n'est pas encore le cas, c'est pour les pays africains, c'est là qu'on attend les 2 milliards, et encore, c'est pas partout, c'est pas dans les familles aisées, c'est dans les familles pauvres. On pourrait donc très bien faire que ces 2 milliards n'adviennent pas, ce qui pour nos histoires générales ne serait pas tout à fait mauvais. Vous avez vu là, nos activités économiques, elles ont décuplé, et la croissance économique, c'est nécessairement une croissance des flux d'énergie, une croissance des flux de matière, j'y reviendrai. Là, si vous voulez, en ce qui concerne les flux d'énergie et les flux de matière, qui sont deux des raisons principales de la dégradation de l'habitabilité de la Terre, sur laquelle je reviendrai, eh bien, ces deux types de flux, qui sont d'ailleurs tout à fait connexes, pour extraire des matières, pour les transformer, il faut de l'énergie, eh bien, là, c'est totalement dépendant de la richesse. Je vous donnerai d'autres chiffres tout à l'heure, mais c'est vraiment la richesse. Plus je suis riche, plus je détruis. En revanche, si je regarde la démographie, effectivement, chaque fois qu'un individu nouveau arrive sur Terre, il a besoin d'une certaine surface pour régénérer son air, régénérer son eau, produire sa nourriture. Si vous êtes richissime, si vous goinfrez, vous n'allez pas faire de longs jours, mais si vous mangez à peu près normalement, en termes de calories, vous ne serez pas très loin d'un pauvre. Donc là, les différences entre riches et pauvres sont assez faibles. Et donc là, on a un impact direct sur la biodiversité. Chaque fois, vous avez un être humain qui naît. Donc là, vous voyez, ça explose de partout à partir des années 50. Alors, c'est de là qu'on date désormais maintenant ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire cette période dans laquelle nous sommes donc entrés à compter des années 50 et qui est caractérisée, et vous le voyez là,
par une influence massive des activités humaines sur le système Terre, à telle enseigne que c'est désormais l'espèce humaine, et on va le voir par exemple pour le climat, ou pour le vivant, c'est l'espèce humaine qui est devenue le facteur géologique le plus important, celui qui modèle de façon la plus importante eh bien, cet état du système Terre. Et en fait, en rentrant dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, alors on y est rentré avec des trompettes, là les trompettes commencent un peu à se calmer, on commence à comprendre que ça ne va pas être tout à fait drôle, mais simplement on met fin à ce qu'on a appelé l'Holocène, qui aura duré 11 700 ans, si on fait commencer l'Anthropocène en 1950, et qui s'est terminé, si vous voulez, lorsque le précédent âge glaciaire est vraiment arrivé à sa fin, il n'y a plus d'effet rebond. Et donc cette période d'Holocène, qui a duré 11 700 ans, eh bien, c'est celle qui a été favorable à l'éclosion de l'agriculture, et sur la base de l'agriculture, à l'éclosion de toutes les grandes civilisations. Donc là, depuis quelques décennies, on s'emploie à mettre fin à la période qui a été la plus favorable à l'expansion démographique, donc quantitative, et qualitative, culturelle, du genre humain. Donc on est quand même une drôle d'espèce. Alors, pour donner un peu le ton, mais évidemment c'est presque dépassé, si je vais dire. Là, vous avez les pointillés, c'est un des scénarios qui avait été produit avec le rapport au Club de Rome, le rapport des Meadows. Ils étaient deux, il y avait deux autres auteurs, mais c'est eux qui ont joué un rôle important sur la base d'un modèle qu'ils n'avaient pas créé, le modèle de Forester. Et en fait, ils ont modélisé l'évolution des économies, de la population et de leur interface avec la Terre de façon assez simple. Là, c'est ce que vous voyez sous les yeux, les pointillés, c'est un des scénarios, un des 12 scénarios qu'ils ont produits. C'était le scénario Standard Run, c'était en fait le business as usual, tout simplement, celui qui paraissait le plus probable aux auteurs du rapport. Et vous avez en gras, et là le gras vous pouvez le poursuivre pratiquement jusqu'à encore une vingtaine d'années, le gras c'est la réalité. Et donc la réalité, vous voyez, a suivi de très près les courbes. Donc vous avez très rapidement compris, si ça continue, voilà, hein, c'est ce que vous avez, c'est ce qui est à l'origine des théories sur l'effondrement. Donc là, on est au moment où les courbes vont être assez proches de leur pic et ensuite de l'inversion, c'est-à-dire leur redescente. Alors évidemment, sauf pour les ressources renouvelables, non renouvelables, elles redescendent bien sûr depuis le début. Alors, très rapidement, qu'il s'agisse du climat ou qu'il s'agisse de l'état du vivant sur Terre, eh bien, en fait, ce qui est très étonnant, c'est la rapidité, et ce qui est destructeur dans les deux cas, c'est la rapidité avec laquelle on détruit, on déstabilise. Si le changement climatique était un changement très lent, si la température variait d'1 degré par 1000 ans, déjà on aurait un horizon devant soi vraiment important, on en parlerait très peu, et si vous voulez, ça ne serait pas destructeur. Ce qui est destructeur, c'est que là, on a déjà connu une hausse de pratiquement 1 degré depuis la fin des années 70. Et puis, on s'attend encore presque à 1 degré dans une vingtaine d'années. Et donc, c'est cette rapidité-là qui est extrêmement destructrice et qui déstabilise le système. De même pour le vivant, si vous voulez. La mort, c'est le compagnon nécessaire de la vie, donc les espèces disparaissent. Ce qui est très gênant, c'est qu'on estime que le rythme aujourd'hui de disparition des espèces, il est de 100 à 1000, et on est sans doute plus près des 1000 que des 100, 1000 fois supérieur à ce qu'il était durant l'histoire de la vie. Donc là aussi, et j'y reviendrai plus en détail, ça va très très vite. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et la rapidité, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la rapidité des courbes, de l'ascension des courbes que vous aviez sur le tableau précédent. Alors, on va rapidement faire quelques rappels pour le climat pour que vous compreniez bien ce qui nous arrive. On va remonter aux origines même de la métaphore et puis de l'acquisition de connaissances sur ce qu'on appelle l'effet de serre naturel.
En fait, quand de Saussure, donc le savant genevois, Horace Bénédict de son prénom, avec le français Balmat, proto-guide, quand ils accomplissent pour la première fois l'ascension du Mont Blanc, ils vérifient ce qu'on sait très bien. C'est-à-dire que depuis la Terre, plus on s'approche du Soleil et plus il fait froid. Alors, la réponse à l'énigme est très simple, c'est que, en fait, ce qui permet de comprendre la chaleur à la surface de la Terre, c'est pas simplement, c'est pas le seul chauffage solaire, mais c'est précisément cet effet de serre, c'est-à-dire le fait qu'on retienne le rayonnement que la Terre relargue, qu'il soit retenu dans les basses couches de l'atmosphère du fait de la présence de certains gaz. Le premier de ces gaz, et le plus important, c'est celui de la vapeur d'eau. Mais on n'en tient pas compte parce qu'en fait, la vapeur d'eau, on va en changer la quantité, en quelque sorte, en jouant sur le CO2, qui est le deuxième des gaz à effet de serre. Vous avez le méthane, alors qui est beaucoup moins concentré. Pour le CO2, on va parler de parties par million, c'est-à-dire que dans un volume d'1 million de molécules d'air, aujourd'hui, vous avez 420 molécules de dioxyde de carbone. C'est pas beaucoup. Et pourtant, l'effet est très méchant. Et puis, avant nos perturbations, ça a oscillé entre 180 et 280, 300. Donc là, on est quand même déjà nettement au-dessus. On a cru de 40,7% la composition en CO2, en dioxyde de carbone, de l'atmosphère. Pour le méthane, on l'a augmenté de 150%, je crois, et pour le protoxyde d'azote, on doit être entre 25 et 30. Donc on a changé la composition chimique de l'atmosphère. Et donc, si vous n'aviez pas d'effet de serre naturel, par le seul chauffage solaire, il ferait moins 18 comme température moyenne sur Terre. Donc vous imaginez qu'on ne serait pas là pour parler de climat. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête pour comprendre comment finalement, effectivement, une si faible... Alors, pas en pourcentage c'est énorme, mais la teneur, le ratio entre ces gaz à effet de serre et le reste de l'atmosphère, ça pourrait paraître assez faible, et ça, c'est une chose qu'il faut dire. Alors, on va, en gros, si vous voulez, du début du 19e jusqu'au milieu des années 1860, vous avez certaines grandes figures de la science, Pouillet, Carnot, Fourier, etc., qui vont petit à petit identifier les différents gaz à effet de serre, montrer effectivement comment, et le prouver, comment ils piègent le rayonnement infrarouge. Ça, on peut le montrer par une expérience. Et ces connaissances-là sont stabilisées par un physicien irlandais qui s'appelle Tyndall. Et là, vers le milieu des années 1860, on a stabilisé nos connaissances sur l'effet de serre naturel. On va franchir quelques décennies. Vous avez à la fin du 19e, début du 20e siècle, un chimiste suédois, Svante Arrhenius, qui lui fait pour la première fois la relation entre la consommation humaine d'énergie fossile et une modification du climat. Mais attention, à l'époque, ce qu'on consomme en énergie fossile, c'est vraiment peanuts. C'est rien. C'est peut-être à peu près ce qu'une ville consomme aujourd'hui, à l'échelle de la Terre entière, une grande ville. Et donc, c'est vraiment rien. Et donc, Arrhenius, lui, calcule que finalement, dans 5000 ans, c'est confortable, dans 5000 ans, la Terre se sera réchauffée probablement de 4 degrés, 4 degrés 5. Pour lui, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il s'attend plutôt au contraire à la survenue du prochain âge glaciaire, auquel cas Stockholm serait couvert de 3 km de glace. Donc pour Arrhenius, de se dire que dans 400 000 ans, il y aura des palmiers à Stockholm, c'est franchement pas inquiétant. C'est même une excellente nouvelle pour lui. Il ne s'occupe pas des Portugais ou des Maghrébins. Excellent pour la Suède. Et en plus, le rythme de réchauffement auquel il pense, c'est celui qu'on connaît quand on passe d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire et vice-versa, sauf accident. C'est-à-dire, grosso modo, on gagne ou on perd 1 degré par millénaire. On est exactement dans le même chose. Donc, on ne s'inquiète pas avec ça. On ne s'inquiète pas avec ça. Les choses vont changer, en fait, avec notamment Roger Revel et Edouard Suze, qui eux vont commanditer avec un jeune assistant de Revel qui s'appelait Charles Killing. Et là, on va commencer à la fin des années 50 à mesurer la variation au jour le jour de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et on peut très bien faire la différence. Alors déjà, on voit que ça
que ça croît, que la concentration augmente. Je vous l'ai dit, elle a augmenté de 47% depuis lors. Là, on le mesure très précisément. Et les projections qu'il avait faites jusqu'au début du deuxième millénaire étaient tout à fait, enfin du début du troisième même, étaient tout à fait justes. Là, on commence à s'inquiéter. Alors, c'est une inquiétude, franchement, relativement molle, mais il y a une petite inquiétude. Il y a un rapport qui est remis au président des États-Unis. Je ne peux pas vous assurer qu'il est vraiment lu. En tout cas, il n'y a aucune conséquence. Et à l'époque, on est scientiste en diable. Je vous raconte une petite anecdote. En mai 59, donc 1 an après le début des mesures de Charles Keeling, vous avez la revue de vulgarisation scientifique française, Science et Vie, qui existe toujours, qui fait un dossier sur le climat, appuyé sur Keeling. Et là, on dit, bah oui, effectivement, à la fin du siècle, on aura changé la teneur, en dioxyde de carbone notamment, de l'atmosphère. Donc, il fera plus chaud. Mais le papier se termine de la façon suivante, c'est la période où on pense qu'on va circuler en soucoupe à la fin du siècle et tout. Et donc, ce que dit l'auteur du papier, ne vous inquiétez pas, braves gens, à la fin du XXe siècle, je vous rappelle qu'on est 20 ans après, à la fin du XXe siècle, on pourra maîtriser le climat de la Terre avec un simple thermostat. Un petit coup à gauche, on ira tous au ski, et un petit coup à droite, tous à la piscine. Donc ça, si vous voulez, c'est la prétention et la bêtise humaine. Mais alors celle-là, je vous assure qu'elle est toujours béton et qu'elle est toujours existante. Allez voir du côté de la joaillerie et vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, alors ensuite, la première grande conférence internationale, c'est 79. Durant les années 80, il y a plusieurs conférences à Villars, un petit village autrichien. Il y en a une où on va rendre public les travaux d'ailleurs d'équipes françaises, là pour le coup Lorius Jouzel, sur comment on peut lire dans les bulles d'air coincées dans les couches glaciaires. Et là, on peut faire le parallèle entre effectivement l'évolution de la température et le CO2. Ça corrobore, si vous voulez, la théorie générale de l'effet de serre. Mais là, on a une espèce de corroboration, si vous voulez, à grande échelle. Et puis, dès les années 60, on prend le sujet de plus en plus au sérieux. Et là, on va construire les 2 premiers modèles qui vont fonctionner dès le début de la décennie 70. Alors, un modèle, ce n'est pas un croquis sur un coin de table. Un modèle, c'est grosso modo une centaine de chercheurs qui travaillent pendant une vingtaine d'années. Et ils constituent ce qu'on appelle une planète sœur, c'est-à-dire une planète numérique qui recopie la planète réelle et qui essaie de modéliser les grandes tendances du climat. Aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de familles de modèles, on est loin des 2 du départ. Lorsqu'on a la convergence entre les points de convergence vont nous paraître comme les points les plus fiables. Et puis, un modèle, on commence déjà à l'éprouver sur le climat passé. Est-ce qu'il est capable de reproduire le climat passé? Et puis, s'il est capable de reproduire le climat passé avec une approximation suffisamment intéressante, eh bien, on peut le lancer sur le climat du futur. Et par rapport à la grande orientation des changements que nous connaissons, si vous voulez, les modèles ne se sont absolument pas trompés. Ils nous ont bien dit ce qui est en train d'arriver. On peut parfois ergoter sur le rythme et surtout sur les événements extrêmes, parce que par définition, là, les modèles nous les indiquent plus difficilement. Or, pas de chance. C'est par les événements extrêmes que nous ressentons le changement climatique, et c'est par les événements extrêmes que les dégâts du dérèglement climatique sont les plus sensibles. Alors, donc là, on ne peut même plus dire qu'on est dans une situation d'urgence, on est dedans. On est dedans et ça va très vite. Beaucoup plus vite qu'on le croyait. Je vais vous donner une anecdote que j'aime toujours bien donner. Elle est d'un ami d'ailleurs maintenant qui a été le patron de l'IPSL, donc l'Institut Pierre-Simon Laplace en France, un des grands centres de la climatologie au monde. Et lui-même me disait que jusqu'en 2018, c'est la première année où on a en gros 2 saisons. Vous avez remarqué, on a une saison tiède, qu'on appelait autrefois l'hiver, et on a une saison chaude, souvent même maintenant très chaude, qu'on appelait l'été.
Si vous relisez par exemple un guide bleu des années 50 et vous regardez le climat dans l'ouest de l'Europe dans les années 50 sur un guide bleu, vous allez franchement pas les reconnaître, les amis. Ça n'a plus grand-chose à voir. Et puis, on a toujours eu des canicules. Elles étaient rares et avec une intensité qui n'est pas celle qu'on connaît. Maintenant, en tout cas pour l'hémisphère nord, mais c'est à peu près pareil pour l'été austral, pour l'hémisphère sud, on a des vagues de chaleur en continu et on a maintenant d'immenses canicules à plusieurs endroits à la fois, ce qui était vraiment très rare. Et lui, en fait, me dit, bien, l'année 2018, et c'était pourtant un scientifique du climat, l'année 2018, ça a été pour moi une révélation. C'est-à-dire, avant, ok, je suis un bon matheux, j'adorais faire mes modèles, c'est sympa et tout, mais que j'ai fait un modèle pour le climat ou que j'ai décidé une aile de bagnole, c'était pareil. Bon, c'est comme si un boulanger qui fait ses petits pains, il fait tous les matins les petits pains, voilà, c'est une habitude, et c'était en quelque sorte extérieur à son existence. Il m'a dit depuis 2018, alors là non, c'est plus du tout extérieur. C'est-à-dire ce sur quoi je travaille, c'est ce qui m'arrive. Et là je vous dis ces propos, j'ai peur. Ça change complètement. Là, je ne m'attendais pas à le vivre. Et là, je le vis, et nous le vivons tous. Ok, alors très rapidement, pour le vivant, on a la même chose, ça va très vite, et alors on a eu des surprises. Là, la surprise, si vous voulez, on sait depuis longtemps qu'on a flingué tout ce qui est vertébré. Les vertébrés sauvages sur Terre, c'est en gros 3% de la biomasse des vertébrés au monde. Les 2 tiers, c'est les animaux domestiques, 1 tiers, enfin un petit peu moins pour chaque cas, c'est l'espèce humaine. Donc ce qui est vertébré, on a tout détruit. On se disait, c'est pas grave, on a détruit tous les vertébrés, mais il nous reste quand même les compartiments inférieurs de la vie. Et notamment, il y a plein d'insectes, il y a plein d'arthropodes. Alors, le répondant des vertébrés, c'est les arthropodes, c'est tout ce qui est articulé de l'extérieur, qui est une carapace, etc., et articulé pour se mouvoir, c'est les insectes et toutes les petites bestioles que vous avez dans les sols. Bon, ça, c'est les arthropodes. Vous disiez, il n'y a pas de problème. Et là, je vous les redonnerai en détail tout à l'heure, il y a quelques études récentes de quelques années, qui nous ont montré ce qu'on savait un petit peu, on commençait à deviner avec les histoires de pare-brise, etc. Mais là, on a des données qui, depuis d'ailleurs, ne cessent d'être confirmées par le menu, si vous voulez, sur l'effondrement de tout cet étage de la vie. C'est-à-dire, nous sommes une espèce hooligan. Imaginez un enfant complètement déjanté dans une cour de récréation qui flingue tous les autres. C'est à peu près l'espèce humaine. Nous sommes une espèce charmante, extrêmement pacifique et sympathique. Donc voilà à peu près où on en est. Donc effectivement, c'est pas tout à fait génial. On va aller un peu plus vite. Alors, grosso modo, je vais tout de suite vous montrer ça. Là, en fait, si vous voulez, entre 1850 et 1940, la température moyenne sur Terre a augmenté de 2 dixièmes. Ça n'a rien à voir avec nos activités humaines. En fait, c'est la fin du petit âge glaciaire. Alors, le petit âge glaciaire, à l'échelle de la Terre, il commence au début du XIIIe siècle, mais il est très peu sensible. Il commence à être sensible, alors, dans l'Europe de l'Ouest, il commence à être très sensible à partir du 2e tiers du XIVe siècle. Et franchement, les Européens de l'Ouest n'ont pas de bol, parce qu'en même temps qu'ils se payent le changement climatique, alors qu'il fait s'effondrer les récoltes. Même si vous voulez, vous savez qu'une grande source des protéines pour l'époque médiévale, c'est les poissons. Et donc là, le rendement piscicole dans les étangs, dans les mares, il s'effondre. Et donc, évidemment, quand la peste noire arrive dans la partie ouest de l'Europe, 1347-1349, elle s'abat sur des populations qui sont dénutries. Et paf, c'est 1 sur 2, 2 sur 3 qui décanillent. Et donc c'est un traumatisme quand même assez énorme. Mais le XVIIe siècle, c'est un siècle aussi de grandes perturbations, il fait toujours très froid. Le réchauffement, tout doucement à partir du XVIIIe, et là vous avez la queue de la comète, le refroidissement avait été jusque d'1 degré en température moyenne, ça avait été un choc. Et là les êtres humains n'y sont absolument pour rien. Et là vous le voyez, la température, pourtant on commence à accumuler nos gaz à effet de serre, alors ça monte, mais évidemment il faut le temps que ça monte, et donc en fait vous voyez là on voit vraiment l'effet sur les températures à partir de la fin de la décennie 70. Et en gros on a jusqu'à aujourd'hui
une montée de pratiquement 1 degré. Et on s'attend, alors un des modèles, je vous montrerai après, nous dit qu'on serait très probablement, dès le début, il y a des modèles qui sont plus optimistes, mais dès le début de la décennie 2000, sur 2 degrés de moyenne. Alors c'est compliqué, comment on les calcule, c'est des degrés, sur quel pas de temps, etc. Moi, je préfère plutôt, je pense qu'aujourd'hui, ça va tellement vite, c'est beaucoup plus intéressant de voir, de comparer les années les unes derrière les autres. Et là, je reviens, là, on est effectivement sur les 10 années les plus chaudes, avec pas forcément un crescendo régulier, mais une forme de crescendo. On émet 40 gigatonnes, c'est-à-dire 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, et puis avec les feux de forêt et d'autres gaz, on arrive à un peu plus de 50 milliards de tonnes par an. On a jusqu'à maintenant, on n'a pas baissé nos émissions. La seule année, on a 2 années où on les a baissées. On les a baissées en 2009 et on les a baissées en 2020. 2009, c'est la crise des subprimes. Mais en fait, 2010, on a rattrapé tout ce qu'on n'avait pas émis en 2009. Et puis, là, ça va être la même chose. On a émis 7% de moins, mais 7% de moins sur 40 gigatonnes, je vous assure, ce n'est pas grand-chose. Hein. Il faut des années à 7% de moins pour vraiment entamer une décrue importante. Ok, 7% de moins en 2020, mais là, on a une croissance mondiale qui va être aux alentours des 4, 5, 6%. Donc en fait, on va, au lieu de 2 ou d'un peu plus de 2, on va donc réémettre beaucoup plus de gaz à effet de serre en 2021, et donc on va sans doute remanger les 7%. Et je vous montrerai sur les ressources, on n'arrive pas. Alors, on ne fait pas grand-chose pour, mais, et je vous le ferai comprendre, mais en tout cas, manifestement, on n'y arrive pas. Alors là, je reviens, là par exemple, ça c'est le scénario de l'IPSL. Effectivement, on a, si vous voulez, même ça c'est le Met Office qui a calculé ça, on a probablement 40% de chance sur 100 avant 2030, vers même le milieu, vers le milieu de la décennie, d'avoir déjà des années à 1,5. On est à 1,2. D'avoir des années à 1,5 en prenant comme référentiel la moyenne des températures de la première moitié du 19e siècle. Et donc, vous voyez déjà les dégâts quand on est pratiquement à 1,2 degré. Donc imaginez 3 dixièmes de degré de plus, et ce n'est pas linéaire les effets, ils sont eux-mêmes exponentiels. Et là, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, c'est quand même assez hallucinant ce qui se produit aujourd'hui. Donc effectivement, avoir des années à plus de degrés dans 20 ans, c'est très, très, très méchant, et bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Alors, parfois, vous aviez des vieux schémas du GIEC qui sont assez marrants, parce qu'on a des divergences qui commencent presque, les scénarios commencent presque à diverger à peine après les années 2000, c'est n'importe quoi. Il n'y a absolument aucune divergence. On a continué à accumuler nos émissions. Et quand on voit même le scénario SSP1, qui est quand même le meilleur, celui qu'il faudrait emprunter, il est toujours basé sur une base 2015 à 50 gigatonnes par an, ça n'a plus grand sens. Alors, ok, peu importe, on va avancer un petit peu. Donc surtout, ce qu'il faut comprendre, je vous ai dit, ça s'accélère, mais je vais simplement regarder simplement les 2 derniers mois. Vous avez des inondations meurtrières en Allemagne, alors hyper spectaculaires, en Belgique, en Chine, au Japon. Vous avez eu des vagues de chaleur partout. Vous avez eu à Lytton 49,6 degrés à une latitude quand même très au nord. En Italie, j'ai plus le nom du petit village cet été, vous avez eu 48,7, c'est-à-dire juste 1 degré de moins. 48 ou très proche de 48 en Grèce, même 48 je crois, en Grèce, Portugal, Espagne. On n'est plus très loin des 50 degrés. Je vous rappelle qu'il y a eu en juin, dans un petit village de l'Hérault en France, en juin 2019, fin juin 2019, on avait une pointe à 46 degrés. Je vous rappelle que toutes les plantes ferment leur photosynthèse entre 40 et 45 degrés. Et ces pointes-là peuvent être très destructrices. Et effectivement, désormais, sur Terre, les endroits où on avoisine les 50 degrés, y compris dans une ville de l'extrême sud du cercle arctique, vous avez eu 48 degrés. 48 degrés.
à cet endroit-là. Donc, vous avez pratiquement partout maintenant des endroits où on dépasse, où on approche des 50 degrés. Moi, je me souviens d'une étude qui était parue il y a 4 ans, avec de jeunes chercheuses et chercheurs, notamment de Météo France, et on disait, ben voilà, fin du siècle, avec un scénario de température, augmentation de la température moyenne entre 3, 5 et 4 degrés. C'est la tendance sur laquelle on est, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais c'est la tendance sur laquelle on est. On aurait dans l'est de la France des pointes entre 50 et 55 degrés. En fait, vous avez à Lytton 49,6 avec une moyenne générale de température d'1,2. Donc les 50-55 degrés, on n'attendra pas la fin du siècle, les amis, pour les avoir, y compris en France. Alors, je vais vous donner d'autres événements. Alors, ce qui pourrait être très très gênant, et on va essayer de bien indiquer pourquoi ce seuil des 2 degrés. On dit qu'on ne devrait pas dépasser les 2 degrés de température moyenne. Je vous ai rappelé qu'on allait les exposer au début, très probablement au début de la décennie 2040. Alors, la première raison à cela, c'est que, comment dire, c'est que si on les, en approchant et surtout si on les dépasse, on rend plus probable un emballement du système. Mais je reviens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un élément très important. Tout à l'heure, vous avez remarqué, je vous ai fait remarquer d'ailleurs moi-même, qu'en fait, il faut attendre la fin des années 70 pour qu'on voit vraiment la température augmenter. Bah, en fait, la raison, vous l'avez là. Quand on émet une molécule de dioxyde de carbone, eh bien, elle ne déploie pas la totalité de son pouvoir de réchauffement immédiatement. Elle n'en déploie qu'un tiers. Et les 2 autres tiers, elle les déploie au gré des décennies, notamment avec ce qu'on appelle les rétroactions positives. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que la vapeur d'eau était le premier des gaz à effet de serre. Mais avec le dioxyde de carbone, on fait réchauffer. Le réchauffement fait qu'il y a plus d'évaporation, il y a donc plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Donc elle fait que la température augmente aussi. Et donc, ça se réchauffe encore plus. Il y a plus de vapeur d'eau, ça se réchauffe, il y a plus de vapeur d'eau. Vous pouvez avoir la même chose avec la calotte estivale de l'Arctique. Évidemment, c'est de la glace, donc là, elle est claire, et donc elle renvoie le rayonnement solaire dans l'espace. Lorsque la calotte disparaît, elle est remplacée par la couleur sombre de la mer. La couleur sombre de la mer absorbe la chaleur. Donc, moins il y a de calotte, plus il y a de mer. Mais plus il y a de mer, moins il y a de calotte. Moins il y a de calotte, plus il y a de mer, plus il y a de mer, moins il y a de calotte. Et hop, ça monte. Donc, on ne peut pas du tout calculer la probabilité de ça, mais en tout cas, on sait qu'elle n'est pas nulle, qu'il y a un emballement. S'il y avait un emballement, ça veut dire qu'on n'a plus, on ne les utilise pas les manettes, mais on n'a même plus aucune manette. C'est-à-dire que le réchauffement se détache, c'est une dynamique qui finit par se détacher de nos émissions et de la variation de nos émissions. Donc ça serait pas très... voilà, là vous avez des exemples de température que je vous ai donnés tout à l'heure. Ok. Alors, si vous voulez, pour tout ce qui est certains phénomènes locaux, effectivement, souvent, nos connaissances ont été dépassées par la réalité. Si vous aviez dit à un glaciologue du début des années 2000, il vous aurait dit que voilà, on ne s'attendait pas à des points de fonte tout autour de l'Antarctique. En fait, aujourd'hui, non seulement l'Antarctique ouest fond vite, pas très loin du degré de fonte de l'Inland 6 du Groenland, mais vous avez maintenant des points de fonte partout, depuis plus d'une dizaine d'années d'ailleurs, en fait. Et ça, on ne s'y attendait pas vraiment. Hein. De même, quand tout à l'heure je vous parlerai de chaleur humide, les premiers papiers, enfin, moi en tout cas les premiers que j'ai vus, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu avant, mais en tout cas il ne devait pas y en avoir beaucoup, moi j'ai vu les premiers 2014, et tout le monde parlait de chaleur humide à la fin du siècle. Je vous expliquerai ce que c'est que la chaleur humide, mais le phénomène s'est produit cet été au Pakistan et dans le Golfe Persique. Ce n'est pas la fin du siècle. On est 79 ans avant. Okay. Donc sur beaucoup de phénomènes comme ça, nos estimations ont quand même été largement en dessous. Voilà, là je vous donne la ville où vous avez eu au sud, en Sibérie, au sud du cercle arctique, les 48 degrés. Ok, là, oui. 80 degrés en Iran et en Mexique. Dans des déserts. A eu lieu déjà l'année passée. Vous êtes sûr de ça? Non, c'est un record, mais ces températures-là, dans les déserts, elles n'ont rien d'étonnant. C'est plus... 80 degrés 2019 en Iran
Alors, dans le désert, écoutez, moi j'ai vu ça dans la littérature, hein. J'ai vu 80,8, ça c'est les températures les plus élevées, c'est record absolu sur Terre, c'est 80 degrés. Qui a eu lieu en 2019. Alors, c'est le record absolu, non, je crois que ce record absolu, c'est pas 2019, ça doit être cette année. Ça doit être cette année. C'est la température du sable. C'est du sable, bien sûr, c'est au sol, hein. C'est pas l'air, c'est le sable. Voilà. Alors, température de l'air, on est vers 50 degrés, 50-54. C'est ça qui s'est. C'est moins, effectivement. Voilà. Et le maximum, je crois, c'est pour la température de l'air, c'est la vallée de la mort en Californie. Je crois qu'on a le premier record, le record qui était connu avant, ça devait être dans les années 20, quelque chose comme ça. Et on en a eu un l'an dernier, ou je ne sais plus, on approche des 54 degrés. OK. Alors, là, on continue. Et les températures que vous avez là, ce n'est pas au soleil, c'est à l'ombre, hein, les records. Je ne parle pas du désert, évidemment, par définition, ça va être difficile à l'ombre, mais pour les terres habitées, c'est des températures à l'ombre. J'insiste aussi là-dessus. Donc effectivement, c'est des petits détails qu'il faut dire. Là, vous avez des projections. Là, on montait jusqu'en 2019 avec le nombre de jours au-delà de 25, au-delà de 30, au-delà de 35. Hein, et c'est des estimations sans doute à revoir. Évidemment, si je monte un petit peu, là, on était pourtant le scénario maximal du GIEC, hein, le RCP 8.5. Là, vous voyez que cette fois-ci, vous avez des jours très longs où vous avez des températures très élevées. Là, je vous rappelle que les céréales, de manière générale, quand on monte dans les 30 degrés, hein, elles sont comme nous, elles n'apprécient pas beaucoup, et puis elles vont fermer leur stomac, capter moins d'énergie, et l'énergie qu'elles continuent à capter va plutôt aller dans les racines, parce qu'en général, qui dit chaleur dit sécheresse, et donc au lieu d'aller vers la graine. Et cette année, pour la première fois, on a un problème quantitatif en ce qui concerne une part des céréales, celle pour le blé dur, celle qui nous sert pour les pâtes, parce qu'on a eu une vague de sécheresse et au Canada, vous le savez, en Russie je crois, on a eu d'autres problèmes aussi avec une production moindre en France. OK, et là, vous avez, alors là, c'est juste un peu pour le fun, là, on serait encore une fois sur un scénario quand même extrêmement élevé de température, et là, par rapport à ça, l'été 2003 apparaîtrait un été presque frais. Là, c'est des clichés, c'est quand vous avez eu... un cyclone qui a touché les États-Unis, Harvey, et on doit être en 2017, je crois que c'est automne 2017, et là vous avez une zone très urbanisée qui a été entièrement inondée, donc avec des coûts qui sont des coûts très élevés. Si par exemple on avait une inondation à Paris qui serait équivalente à celle de 2011, hein, mais entre-temps on a construit les lacs de la forêt d'Orient, mais justement, en dépit de ces lacs, on pourrait peut-être avoir une inondation comme ça. Ça a été calculé, le coût, c'est 28% du PIB. Tout simplement parce que vous avez désormais des infrastructures que vous n'aviez pas à l'époque. Hein, toutes les infrastructures électriques, électroniques sont noyées. Vous avez vu ça encore récemment avec le métro de New York. Alors ça, c'est un cliché. Bon, c'est la mer de glace. Vous pouvez prendre le glacier d'Aletsch. Hein, c'est pareil. À la fin du siècle, pas 2040, mais à la fin du siècle, il ne reste plus que quelques mouches. Là, très rapidement, vous avez un autre phénomène. Alors là, on a l'interface entre le climat et le vivant. C'est qu'effectivement, la chaleur, les vagues de chaleur et de sécheresse fragilisent les arbres. On avait déjà vu ça avec la sécheresse de 76, hein, ce qu'on appelait le Waldsterben, le fameux mourir de la forêt, était une des conséquences de la sécheresse de 76. Et là, effectivement, ça donne des attaques de scolytes qui sont très spectaculaires. Et alors là, c'est dans la région de Vancouver, vous envoyez la progression, et puis la slide suivante, vous verrez le résultat. Et ça, vous l'avez déjà, alors par exemple pour le Luxembourg, parce qu'en ce moment je travaille pour le Luxembourg, eh bien c'est un tiers de leurs forêts qui sont dans cet état-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans un dépérissement avancé. Tout ce qui est résineux ne résiste pas et dépérit très rapidement.
Et on aura dans le siècle vraiment un dépérissement qui va évoluer selon les essences, etc., selon les latitudes. Là, vous avez Là, c'est pour vous montrer justement. Là, c'est un cyclone Ophélia. C'est un cyclone, vous voyez, il commence au nord de l'Espagne et il s'arrêtait au nord de la Finlande. Et un cyclone qui intervient dans l'Atlantique nord-est. Et donc, on pensait que ce genre de choses était impossible. Et d'où cette figuration, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de modèle au monde pour en produire ne serait-ce qu'une image. Parce que ça n'avait pas de sens, ça ne devait pas arriver. Et là, on a ces phénomènes extrêmes qui sont plus intenses souvent que ce qu'on avait imaginé. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Par exemple, dans le rapport du GIEC de 2007, on annonçait déjà les méga-feux australiens pour 2020. C'est pas mal quand même. Alors là, vous avez, c'est pas les zones arides, hein, c'est les zones que vous avez en rouge et en carmin. C'est la rapidité du changement en termes d'aridification supplémentaire. Et par exemple, alors là en revanche, pour tout le bassin méditerranéen et même une partie du sud de la France, on a un changement important du régime des pluies avec des régions qui deviennent beaucoup plus arides. On aura aussi le problème ici, par exemple, en Valais. Ok, je vais vite. Là, c'est pour vous montrer, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la température va finir par se stabiliser, soit à la fin du siècle, soit au début du siècle prochain, mais elle va très probablement rester à ce niveau-là pendant des millénaires. C'est-à-dire, et ça c'est un acquis plutôt du début des années 2000, c'est que même si ce n'est pas forcément les mêmes molécules, on a fini par comprendre que le CO2 dans l'atmosphère resterait très longtemps. Dans 10 000 ans, vous aurez encore grosso modo 35% de ce que nous aurons émis, de ce que nous avons émis, de ce que nous allons encore émettre, qui sera encore, et encore une fois, ce n'est pas forcément les mêmes molécules, mais qui sera encore dans l'atmosphère, donc en exerçant toujours cette même fonction de réchauffement. Donc pour le climat lui-même, et si vous regardez par exemple la fonte progressive, si l'inland 6 du Groenland fondait en totalité, ça vous donnerait à peu près 6 mètres d'élévation des mers en moyenne. Si l'Antarctique fondait en totalité, ça vous donne 60 mètres de plus. Mais ça, c'est quelque chose qui se déroule sur des milliers d'années. Donc, sur les conséquences directes du changement climatique, on n'est pas sur une mauvaise passe comme on le croyait encore à la fin des années 90. On est sur une perturbation qui est au très long cours, qui engage des milliers d'années, d'accord ? Et si maintenant on considère les effets du changement climatique sur le vivant, le fait, on va y venir maintenant, qu'il va accélérer une sixième extinction, une dynamique, on n'est pas dans la sixième extinction, mais une dynamique de sixième extinction qui est déjà bien engagée, alors là, les conséquences, ce n'est pas sur des milliers d'années, c'est sur des millions d'années. C'est ça la difficulté, si vous voulez. C'est vraiment lié au temps. D'une part, les choses vont très vite, et d'autre part, elles installent des conséquences au très très long cours. Déjà, les milliers d'années, ça excède le temps des civilisations, mais évidemment, les millions d'années, ça n'a plus rien à voir avec le temps des civilisations. Alors, je continue. Là, vous avez une expression, en fait, si on était à 4 degrés, évidemment, la vie sur Terre devient effectivement quelque chose qui commence à être très, 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 très difficile. Alors, j'avance. En fait, si vous voulez, pour bien comprendre le changement climatique, il faut comprendre que l'enjeu le plus important, c'est la péjoration et la réduction de l'habitabilité de cette planète. Alors, la réduction, vous avez le recul du trait de côte. Alors, c'est très progressif, bien sûr, mais on pourrait avoir jusqu'à 2 mètres à la fin du siècle. On ne peut même pas exclure, dans le passé de la Terre, on a eu des élévations plus importantes avec des débâcles glaciaires gigantesques. Est-ce que ça se produira ? On n'en sait rien. J'ai en tête un papier de Janssen et de Masson-Delmotte de 2016. On ne peut en tout cas pas l'exclure. Ok, recul sur des millénaires du trait de côte. Donc là, on a de manière physique une réduction de l'habitabilité de la Terre. On peut avoir une réduction par le devenir par trop aride, si vous voulez. Les 4 conséquences générales du changement climatique, c'est des règlements climatiques, c'est une élévation de la température moyenne, c'est un changement du régime des pluies. Grosso modo, là où il pleuvait beaucoup, il pleuvra plus, et où il pleuvait peu, il pleuvra moins.
Donc vous imaginez que vous avez des zones qui vont devenir trop arides pour qu'on puisse y vivre. Et puis vous avez les événements extrêmes et la montée des mers. C'est les 4 conséquences générales. Donc certaines de ces conséquences, et on va y rajouter la chaleur humide, eh bien, détruisent l'habitabilité par endroits. Si effectivement une région entière disparaît sous les flots, on ne l'habite plus. Si une région devient par trop aride, on ne l'habite plus. Si une région devient sujet de façon chronique au phénomène de la chaleur humide, on ne l'habitera plus non plus. Et puis par ailleurs, si vous voulez, on a une péjoration de l'habitabilité. Vous en rendez compte, imaginez que vous ayez été un touriste, alors assez carboné, vous vous êtes trouvé à New York quand il y a eu les inondations, vous étiez en Chine quand il y a eu les inondations, en Allemagne quand il y a eu les inondations. Si vous n'êtes déjà pas mort, c'est déjà pas mal. Bon, et vous êtes trouvé un épisode de chaleur humide, paf, vous étiez au Pakistan, là où c'est arrivé. En fait, si vous voulez, la péjoration, c'est-à-dire que quand le climat est plus paisible, enfin en moyenne, ce qu'on a connu à l'Holocène, on peut faire des projets et on attend. Alors on peut avoir les aléas naturels sont très importants, mais grosso modo, c'est pas tous les années qu'on a des récoltes foutues. C'est très rare. C'est pas tous les ans qu'on a sa maison emportée par. Il y a des endroits où ça n'arrivait jamais, où ça va arriver. Donc en fait, les événements extrêmes, et notamment parce qu'ils vont aussi beaucoup jouer sur notre capacité à produire de l'alimentation, vont rendre la vie sur Terre de plus en plus difficile. Et évidemment, le fait que certaines régions ne vont plus devenir habitables, là par exemple, vous avez ce papier qui vous calcule que, en fait, si on était sur un scénario, cela dit, élevé, on pourrait avoir jusqu'à 1/3 de la surface de la Terre qui est totalement inhabitable. Donc vous imaginez, sur un temps long, ça ne va pas se passer en un an, c'est des choses qui se produisent de manière graduelle, mais évidemment ça va nourrir des flux migratoires d'une importance qu'on n'a jamais connue et en continu sur des décennies. Et c'est tout cet ensemble qui fait qu'habiter sur cette planète va devenir quelque chose de plus difficile. Alors le phénomène de la chaleur humide, vous l'avez là, c'est facile à comprendre. En tant que mammifère et que au moins partiellement machine thermodynamique, on doit maintenir une température intérieure constante de 37 degrés à peu de choses près. Si au dehors, il fait très chaud et avec une humidité très accentuée, eh bien le phénomène de la transpiration ne vous permet plus d'évacuer la chaleur de votre corps. Et selon les circonstances, vous pouvez mourir dans un temps court ou plus long, de quelques heures, ça peut aller d'une dizaine de minutes à quelques heures. Et si vous ne mourrez pas, vous pouvez avoir des liaisons très graves. Donc c'est la slide là que je vais vous montrer. Et là, vous avez des projections. Alors, laissez tomber les 2100, pensez plutôt aux 2 degrés. Donc, en fait, dans 20-30 ans, on peut avoir des régions non négligeables, regardez les régions, où ce phénomène devient chronique. Donc, pas simple. Pas simple. Vous savez que je ne sais plus dans quelle ville australienne, on commence maintenant à creuser des galeries pour l'été pouvoir circuler sous le sol et plus à l'air libre. Bon, alors on faisait ça autrefois à Montréal, et on ne le fait même plus aujourd'hui, quand il y faisait très froid. Ok, alors là évidemment, si vous allez plus loin dans les scénarios, là on est près de ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc là encore une fois, on ne s'attendait pas à ce que ce phénomène-là se produise dans le Golfe Persique et au Pakistan. Là, c'est ce qui vient de se produire. Bon, je vais très vite. Et là, si vous voulez, alors, je trouve ça quand même assez intéressant. Là, je vous donne un extrait, je vous donne l'alinéa 5 de l'article 3 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Je vous la lis. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. C'est très problématique, parce que si vous voulez, le commerce est aussi vieux que l'humanité. Vous prenez les petits royaumes de la fin de l'âge du bronze, ils échangeaient du blé, du
de la farine, enfin de la farine, du blé, du vin et d'huile d'olive. Parce que c'était le modèle des cités marchandes qui n'étaient pas capables de produire totalement leur nourriture. Et donc, mais en dehors de ça, vous lisez encore Ricardo, en fait, si vous voulez, les échanges au très long cours portaient sur des biens qu'on n'était pas capable de produire sur place, et la quasi-totalité des biens les produit sur place. Aujourd'hui, vous avez un pot de yogourt qui va être fait à 3000 km d'où il est consommé, les fruits cherchés à 1000 km, empaquetés à 4000, et l'endroit, le total, à 5000 km, et ça revient chez vous. Donc, effectivement, si vous ne pouvez pas revenir là-dessus, il me semble extrêmement difficile de réduire de façon sérieuse nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a quand même un petit problème. Alors, quand même, on a des... Alors là, je reviendrai plutôt dans les questions, le scénario SPP1, je vais aller très vite. Je vais passer à la biodiversité. Donc là, attention, quand on parle d'extinction, c'est lorsque, quand on part d'un instant T et on va à un instant T plus 1, c'est lorsqu'on a jusqu'à 75% dans cet espace de temps, qui en général, c'est plusieurs centaines de milliers d'années, 75% des espèces qui ont disparu. Ça, c'est une extinction massive. Ça s'est produit 5 fois avant nous, évidemment, bien sûr, nous n'y sommes pour rien. On n'est pas du tout là, on est à 5% déjà. Il y a, sur les 8000, mais on ne sait pas sûr que ce soit la totalité des espèces, on ne sait pas exactement combien d'espèces vivent sur Terre. Sur les 8000 estimés, il y a aujourd'hui 500 000 dont on pense qu'on ne peut plus rien faire, qui vont disparaître, 500 000 encore qui peuvent assez probablement disparaître, et ensuite après c'est en fonction de où on va aller en termes de changement climatique dans la seconde moitié du siècle. Donc là, on est déjà, je vous ai dit, sur un rythme qui n'a rien à voir avec le rythme antérieur de disparition des espèces. Il est grosso modo 1000 fois plus grand. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est la rapidité avec laquelle les choses se produisent, et en plus avec la menace du changement climatique et le choc sur le vivant. Si vous voulez, à la fois, on a des écosystèmes qui sont en très mauvais état, donc qui vont d'autant plus difficilement encaisser le changement climatique, et on a un dérèglement climatique qui, lui, est bien très destructeur pour les écosystèmes eux-mêmes. Donc il faut bien coupler, si vous voulez, les deux, et désormais, on les couple bien. Et donc là, je vous racontais que dans la première étude, à peu près 4 ans, c'est une étude qui concernait que les insectes volants. On a fait une observation pendant 27 ans, il faut quand même le faire, 27 ans. On a installé sur des bandes qui séparaient des champs cultivés, mais plutôt avec une agriculture intégrée, on a installé des tentes malaises avec un petit récipient qui est au-dessus du sommet conique de la tente, et on a prélevé, j'imagine plusieurs fois par 24 heures, pendant 27 ans, les insectes volants qui se faisaient piéger dans ce piège. Et là, on s'aperçoit que en 27 ans, c'est de 76 à 82% d'insectes, de prise en moins, donc on estime, de diminution des populations. Et là, vous avez une autre étude qui a été faite plus récemment. Elle est un petit peu plus courte. Elle a été faite sur 300 sites, mais seulement pendant 10 ans, de 2008 à 2017. Et là, on a, si vous voulez, on a séparé, en tout cas là, cette fois-ci, on a bien fait la différence entre les prairies et les forêts, la perte l'affaissement des populations et la perte de biodiversité. Là, on l'a mesuré, est beaucoup plus accentuée dans les prairies que dans les forêts. Ça peut aller jusqu'à presque 80% dans les prairies, à peine plus de 40% dans les forêts, mais on a un tiers de pertes spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des espèces, un tiers des espèces présentes au début de la décennie qui n'y sont plus à la fin de la décennie. Et donc on voit bien que là, puisque l'étude se fait dans le dernier tiers de l'autre, on voit bien qu'on a en plus une accélération du phénomène. Et effectivement, on a une disparition de la vie autour de nous. C'est quand même relativement paniquant. Alors, je vais très vite là-dessus. Ça, c'était l'information scientifique que je voulais vous donner. Là, vous avez le fameux schéma des limites planétaires. Donc,
vous avez 11 indicateurs. Hein, vous en avez 2 qui vont ensemble. Hein, pour ce qui est de l'intégrité de la biosphère, les 2 vont ensemble. Il y en a un, si vous voulez, l'effondrement des écosystèmes, on est incapable de le prévoir. Si un écosystème s'effondre, on ne peut que le constater a posteriori, on est incapable de modéliser. Donc on ne peut pas chiffrer un seuil de dangerosité. Et puis là, donc vous avez on prend ces 2 indicateurs, on fait une seule limite, et vous avez en bas les flux d'azote et les flux de phosphate. Là, c'est les intrants, nos activités agricoles. Et donc, quand vous êtes sorti du vert, vous êtes sorti de l'espace de sûreté qu'on a connu durant l'Holocène, et vous rentrez dans une période plus délicate pour l'épanouissement de la vie sur Terre. Et quand vous êtes dans le rouge, eh bien, c'est encore plus fort. Donc, on est à 420 ppm. Le rouge, on l'a déterminé à 450. Bon, enfin bon, on sera très rapidement, à raison de 3 ppm par an, on y est dans une dizaine d'années pratiquement. Ensuite, on sera dans le rouge pour l'acidification des océans. Et ça, c'est une conséquence du changement de la composition chimique de l'atmosphère, donc aussi lié au dérèglement climatique. On sera dans le jaune pour l'usage de l'eau douce, probablement d'ici au mi-temps du siècle. Et le seul endroit où les choses ne s'aggravent pas, c'est pour l'ozone des hautes couches de l'atmosphère. Et là où vous avez les points d'interrogation, c'est là où on n'est pas capable d'indiquer un seuil qui nous permet de dire on rentre dans une période de plus grande fragilisation. Donc là, on voit très bien comment on a changé l'état du système Terre. Maintenant, si je me tourne vers les ressources, je vais aller très vite. En fait, c'est surtout ça qu'il faut que vous regardiez. En fait, et c'était vrai encore jusqu'à 2020, si vous voulez, on ne voit pas du tout la trace du développement des ENR. C'est-à-dire que jusqu'en 2020, on a continué à accumuler des sources d'énergie différentes. Et on ne voit pas de baisse des émissions. La seule petite baisse, c'est, je crois, 2019. C'est pour les pays du G20. Il y a une baisse de 0,1% des émissions, avec, au contraire, un peu plus de 2% pour la totalité de la planète. Et je vous rappelle que la plupart de nos industries, de nos biens lourds, on va les faire ailleurs. Donc, ils ne ressortent pas dans cette statistique-là. Et donc, en fait, ça veut dire que le retour sur investissement énergétique du renouvelable, quand on prend tout en compte, pas simplement l'énergie directe qu'on emploie pour faire fonctionner telle installation, ça doit être assez faible parce alors, ça va finir par arriver. Mais en tout cas, on ne le voit pas et ça complique la donne. Là, vous avez, eh bien, en fait, simplement la baisse des rendements. Hein, très simplement, dans les années 60, dans les grands gisements, Gawar et autres, j'investissais un baril de pétrole, j'en récupérais 100. Aujourd'hui, j'investis un baril, j'en récupère entre 15 et 20. Et quand je suis dans des endroits où le pétrole n'est plus du pétrole traditionnel, mais conventionnel, mais du pétrole non conventionnel, par exemple les sables bitumineux, j'investis un baril, j'en retire entre 3 et 5, et encore, en comptant encore une fois l'énergie directement dépensée et pas tout ce qui est nécessaire pour les infrastructures, les employés, les déplacements, etc. Là, très rapidement, vous avez l'état des ressources halieutiques en 1900, et regardez simplement, il y a déjà 20 ans, là où on en était. Donc en fait, les amis, il va falloir apprendre à manger des méduses. Hein. Alors, maintenant, regardons. Ça, c'est une évaluation qui avait été faite par un bureau d'études qui s'appelle Bioévolution, mais vous allez voir, on va quand même un peu nuancer. Là, on prenait le GIEC à l'époque, les 1,5 degrés, baissé à l'échelle mondiale d'un peu plus de la moitié, on traduisait ça en moins 63% pour un pays comme la France. Et en fait, la baisse, si vous voulez arriver à au moins 63 à la fin de la décennie, il faut commencer dès le début de la décennie. Et quand vous commencez dès le début de la décennie, vous le faites à technique constante. Certaines techniques, notre organisation, nos infrastructures peuvent bouger, mais en 10 ans, assez faiblement. Et donc en fait, en gros, on est quand même un peu sur un effort qui est celui qu'on devrait accomplir dans un premier temps. Et là, simple, hein, c'est 3 quarts de mobilité en moins, résidentiel, downsizing de l'habitat, les biens et services, beaucoup moins, j'y reviendrai. Les vols, 3 quarts de moins. Et évidemment, l'alimentation, en tout cas pour ce qui est de l'alimentation carnée, effectivement, beaucoup moins. Donc, et bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles on n'y va pas. C'est que ce qu'il convient de faire, et évidemment, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas une chose qui est facile. Alors, ce qui est quand même intéressant,
dans la période, c'est qu'on a des gouvernements qui bougent très peu, et parce que les populations ne bougent pas. Je vous rappelle que la loi CO2 a été refusée. Pas très longtemps ici. Ce n'est pas que les gouvernements. Les populations ne veulent pas bouger. Ensuite, très curieusement, maintenant, on commence à avoir des agences internationales, des instances, à des degrés divers. Pour autant qu'elles n'ont pas les mains directement sur les manettes, elles sont beaucoup plus enclines à tirer la sonnette d'alarme. Je vais vous donner plusieurs exemples. Je vais déjà vous donner l'Agence européenne de l'environnement. Un rapport qui a été rendu public en mi-janvier de cette année. Effectivement, là, il faut vraiment un découplage et pas de croissance. Et au contraire, ils nous disent ailleurs dans le papier, si on veut s'en sortir, il faut produire beaucoup moins d'objets. Et il faut aménager beaucoup moins d'infrastructures. C'est vraiment, si vous voulez, redescendre la dimension matérielle de nos économies. C'est très clair, et la dimension énergétique, le volume matériel et énergétique de nos économies. Quant au volume de la démographie, je vous l'ai dit, on est sur la pente où la chose va se faire d'elle-même. Vous regardez l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie avait publié en 2018 un rapport en attirant notre attention sur le fait que, compte tenu du pic probable des huiles et des gaz non conventionnels américains, si on n'investissait pas très fort en Russie, on aurait une pénurie de pétrole, d'hydrocarbures liquides dans la décennie. 3 ans après, et donc l'agence incitait à ce que l'on investisse forcément en Russie pour aller exploiter les huiles et les gaz de schiste russes. En fait, grosso modo, si vous voulez, si vous prenez un gros gisement pétrolier, c'est un peu comme un paquet de cornflakes. Je peux manger la première moitié du paquet. Ensuite, après, si je veux manger les cornflakes de la seconde moitié du paquet, manque de chance, il me faut plus de cornflakes que ce que je vais retirer comme cornflakes. Donc, non, dans ce cas-là, j'arrête. En revanche, ce que je peux encore aller rechercher, c'est le paquet de cornflakes. Ça, c'est les huiles et les gaz de schiste. Ça, je peux encore le faire. Mais c'est pareil, jusqu'à une certaine limite. Et donc, la même agence nous dit 3 ans après, niet. Il est absolument nécessaire qu'on n'ouvre plus le moindre gisement nouveau. En 3 ans. Vous regardez, ça c'était aussi très spectaculaire, vous regardez la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe. Et la Cour de Karlsruhe ne rigole pas. Hein. Elle a toujours prétendu que ce qu'elle-même était supérieur aux traités internationaux, ce que les autres constitutions en général ne reconnaissent pas. Et jusqu'à maintenant, elle s'est essentiellement occupée de lutte contre l'inflation. Et bien là, la Cour de Karlsruhe a dit au gouvernement allemand, qui pourtant avait déjà des mesures qui n'étaient pas négligeables, le gouvernement allemand, le gouvernement Merkel, a prétendu reprendre ce que le Parlement européen a voté, c'est-à-dire moins 55% pour les émissions directes. On pourrait commenter, on y reviendra, à l'horizon 2030. C'est déjà vraiment très important. Et la Cour constitutionnelle a dit non, ce n'est pas suffisant. Et le gouvernement lui-même, pour répondre à la Cour, qui s'appuyait simplement sur le droit des générations futures, c'est tout. Rien d'autre. Le gouvernement allemand a décidé moins 65%. Mais quand on entend les déclarations du candidat qui a le plus de chances d'être élu, les amis, je pense que la Cour aura du travail. Le Conseil d'État français et le Conseil constitutionnel, ce n'était pas une cour, eux-mêmes ont rappelé alors le gouvernement français, qui s'était engagé à réduire, c'était lancé un engagement européen de moins 40%, alors qu'il a fait passer une loi climat-résilience qui assure quelques pourcents de réduction. Donc le Conseil d'État lui a demandé, mais comment vous allez arriver à vos moins 40%? On a, si vous voulez, dans l'expertise internationale, oui, l'idée de décroître, désolé les amis, mais si vous voulez faire quoi d'autre? Vous voulez faire quoi? La croissance verte, vous rigolez. La croissance est nécessairement de la matière,
Alors peut-être qu'il faudrait arriver à changer, mais jusqu'à maintenant, la croissance, c'est nécessairement la matière. Un point de PIB, c'est 0,6 points de flux de matière. Enfin, même pas. Pour les flux de matière, c'est pire. Les flux de matière, là, c'est un rapport de l'ONU qui a été publié en juillet 2018, ou 17, je ne sais plus. En fait, les flux de matière au monde croissent plus vite que le PIB mondial. En revanche, la croissance, la consommation d'énergie croît toujours, mais elle décroît par point de PIB. D'accord ? Mais donc, de ce fait-là, quand vous avez croissance, vous avez nécessairement croissance de la consommation d'énergie et croissance des flux de matière. Alors, c'est ça qui détruit. Alors, je ne vois pas comment on peut échapper à ça. Mais alors voilà, je vais terminer là-dessus. C'est quelque chose de plus sympathique. C'est à droite, donc oui, pour vous aussi à droite, vous avez le Sri Lanka. Moi, j'aurais préféré le Costa Rica, mais enfin, peu importe. À gauche, vous avez les États-Unis. En bleu clair et bleu foncé, c'est quand le bleu clair rejoint le bleu foncé, c'est quand on a satisfait aux 16 critères de bon fonctionnement social de l'ONU. Ou 11 critères, excusez-moi. Hein, vous avez le niveau de vie, la santé, la qualité des services publics, la qualité de la démocratie, l'accès à l'énergie, etc. Alors, en plus, là, le niveau de vie, c'est très sujet à caution, il est très lié au salaire. Non, c'est plus compliqué que ça, on le sait vraiment aujourd'hui. Le salaire n'est qu'un élément. Et vous avez des pays avec un niveau de vie bien inférieur qui ont un bien-être bien supérieur à des pays à un niveau de vie bien supérieur. Donc en plus, on pourrait ergoter. Mais vous voyez qu'avec en gros une empreinte écologique de 0,7 planète, il faudrait être à peu près à 0,8 si on veut que les écosystèmes se reconstituent, et bien avec une moyenne planétaire de 0,8, enfin nationale là, de 0,8, 0,7, avec des techniques et des organisations qui ne sont pas faites pour ça, on arrive, grosso modo, à satisfaire les besoins les plus fondamentaux. En revanche, vous avez les États-Unis, eux, c'est 5 planètes, et ils ne satisfont, et en plus, franchement, à mon avis, c'est sujet à caution, là, ce que vous avez, parce que vous avez, regardez simplement le livre d'Angus Deaton hein, sur les petits blancs, et comment, depuis maintenant 30 ans, leur état de santé chute et leur suicide explose. Et ça commence, par exemple, dans un pays comme la France, c'est à peine, on dit un petit truc comme ça après 4 ans de Macron. Donc, non, là, il faudrait sans doute être un peu plus détaillé que ce qui est là. Mais c'est rassurant, si vous voulez. C'est-à-dire que, enfin, on est dans le paradoxe suivant. Si on veut éviter les changements les plus graves, c'est effectivement plus de la moitié de CO2, mais quand on dit CO2, ok, mais l'énergie, de toute façon, c'est une mesure de la transformation de l'environnement. L'énergie, c'est ce par quoi vous pouvez extraire, vous pouvez chauffer, transformer, déplacer. C'est tout ce qui détruit les écosystèmes. Enfin bon. Mais bon, disons, avec moitié moins d'émissions de carbone à l'échelle internationale d'ici la fin de la décennie, on ne devrait pas aller bien au-delà des 2 degrés. Mais c'est évidemment un enjeu énorme. Et la difficulté, c'est qu'on est déjà fin 2021, que les 2 gros poids démographiques sont l'Inde et la Chine. Aucun n'est disposé, évidemment, à être sur un tel chiffre sur 10 ans. Donc, de toute façon, on est parti pour un réchauffement supérieur. Et donc, j'aime beaucoup, je terminerai là-dessus, j'aime beaucoup la manière dont un romancier que j'aime beaucoup, mais qui est aussi un essayiste, et qui est un peu le Victor Hugo d'aujourd'hui, qui s'appelle Amitav Ghosh. Qui connaît Amitav Ghosh ? Bon, alors vraiment, découvrez Amitav Ghosh, hein, je vous y invite. Et lui-même, dans son dernier roman, le marchand et la déesse, et je trouve que c'est très juste, dit en fait, on sait ce qui nous attend, on sait grosso modo ce qu'il faut faire, et on ne fait rien. Et dit-il, c'est à peu près l'état d'un possédé. Il sait ce qui lui arrive. Alors, là, il sait moins ce qu'il faut faire, mais bon. Mais en tout cas, il est plus maître de lui-même. Il est plus maître chez lui. Et en fait, c'est un peu comme si on était possédé par nos habitudes, par notre avidité, par notre soif, si vous voulez,
soif consumériste générale. Et on ne se rend même plus compte, vous savez, qu'on est vraiment des goinfres. Et encore un exemple, si vous prenez un avion et vous faites Le Caire, Seattle, un avion de ligne bien sûr, vous aurez dépensé autant d'énergie que ce qui est nécessaire à l'édification des grandes pyramides de Gizeh. Et vous vous souvenez, en 2019, en juillet, vous avez eu un pic où vous avez dans une journée jusqu'à 200 000 transactions d'avions de ligne sur Terre. Donc en gros, ce jour-là, on a construit combien de pyramides? « 600 000. » Donc, il nous faudrait une camisole de force. On n'est pas... Et tout ça en plus pour pas forcément nous rendre beaucoup plus heureux. Et même dans certains cas, même l'inverse. Et aujourd'hui, ça va plutôt dans ce sens-là. On a un bien-être qui a plutôt tendance à décroître. Donc voilà, on est dans une situation qui est qui est difficile, qui est très paradoxale. On a des voies de sortie et on ne les emprunte pas. Voilà, merci de votre attention.